Bien, bon, alors, encore un peu de courage pour aujourd'hui. D'abord, un petit mea culpa, j'ai fait une petite, enfin un pléonasme, après discussion avec notamment Caroline. En fait, on doit dire endomorphisme et pas endomorphisme linéaire, c'est pas la peine. Hein. C'est-à-dire qu'un endomorphisme, quand on le fait dans un espace vectoriel, c'est forcément linéaire. Voilà, bon. Alors donc on en était, on a défini des tenseurs d'ordre P quelconque, on a trouvé des bases, des composantes, on a montré que c'était dans un espace vectoriel. Ensuite on s'est intéressé aux tenseurs d'ordre 2, hein, plus particulièrement. Et donc il y avait notamment dans ces tenseurs d'ordre 2 des tenseurs très intéressants qui sont les rotations, hein, donc qui sont telles que Q-1 égale Q transposé et dont le déterminant est égal à plus 1. Bien, on a vu des tas de détails, mais dans ces tenseurs rotation, en fait, le plus important, c'est la grosse formule que vous avez en rouge ici, qui vous permet de construire un tenseur orthogonal connaissant son axe et son angle de rotation. Hein. Il n'y a qu'à écrire cette formule dans n'importe quelle base, et donc vous fabriquez un tenseur orthogonal. Ou inversement, si on vous donne un tenseur orthogonal, eh bien vous trouvez facilement quel est son axe et quel est son angle à l'aide des deux formules qui sont en dessous, cosinus θ égale Q-1 sur 2, Q1 moins 1 sur 2, c'est-à-dire la trace de Q, hein. Et W tilde, j'ai mis un tilde pour dire que c'est un vecteur unitaire, hein, donc qui est égal à H2.Q sur sinus θ, moins H2.Q sur sinus θ. Bien. Bon, alors, j'ai encore quelques diapositives sur l'algèbre et tout de suite après, on va passer à la partie analyse. Alors, il me reste encore la décomposition polaire. C'est encore une décomposition pour les tenseurs du second ordre. Donc, le théorème, c'est celui-là, c'est que tout tenseur du second ordre inversible, c'est-à-dire donc qu'il a un déterminant non nul, hein, peut s'écrire de manière unique T égale VQ ou T égale QU avec le même Q, hein, où Q est un tenseur orthogonal et U et V sont symétriques définis positifs. Alors cette décomposition s'avérera intéressante en cinématique, c'est-à-dire que quand le tenseur T aura une signification physique, il se trouve que cette décomposition aura un grand intérêt. Alors la décomposition, elle se calcule comme ça. Le tenseur V, qui est en rouge là-haut, là, c'est racine de T point T transposé. Hein. Le tenseur U, bah, c'est presque la même chose, c'est T transposé point T, et vous prenez la racine. Hein. Et le tenseur Q, eh bien, une fois qu'on a calculé V et U, évidemment, on trouve Q, hein, à partir de V-1T ou bien TU-1. Hein, c'est évident avec la définition. Voilà, donc cette décomposition-là, tâchez de la retenir. Donc si, en plus, le déterminant de T, le tenseur du second ordre que vous décomposez, hein, si le déterminant de T est positif, alors Q est une rotation. Sinon, il est seulement orthogonal, c'est-à-dire on sait, voilà. La terminologie, bon, ben, V.Q, c'est appelé la décomposition polaire à gauche. À gauche parce que, en fait, le tenseur symétrique défini positif est à gauche du produit contracté. Hein, et ça, c'est appelé la décomposition polaire à droite. Les relations entre les deux, alors là, bon, les démonstrations sont faites dans le PDF, hein, mais en fait, elles sont faciles à retenir. C'est que V, c'est égal à Q, U, Q transposé. Donc, on peut calculer l'un et l'autre. Ces trucs-là sont faciles à montrer puisque, en fait, vous le voyez ici, en utilisant ces formules, vous verrez que la relation entre V et U sont écrits comme ça. Ça veut dire, en fait, que V est le tourné par la rotation Q du tenseur T, tout simplement. Hein. Bon, c'est équivalent à la relation inverse, là. Donc, U égale Q transposé VQ, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est U qui est le tourné par Q transposé, hein, de V. V et U ont les mêmes valeurs propres. Ça, c'est à vérifier, bien sûr, c'est à démontrer. Et en plus, elles sont positives parce que V et U sont des tenseurs symétriques définis positifs. Hein. Et si U est vecteur propre de grand U,
alors petit v égale q.u et vecteur propre de v, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tourner les directions propres par q, hein, entre les deux tenseurs. Donc en résumé, eh bien, v égale r indice q de u. C'est comme ça que je noterai les rotations de tenseurs, hein, de tenseurs du second ordre. Hein, r indice q de u, c'est-à-dire vous lisez ça comme ça, vous dites le tourné par le tenseur orthogonal q du tenseur grand U. Hein, et évidemment, donc, U est le tourné par Q transposé de grand V. Voilà, donc ces notations-là, RQ et RQ transposé, je vais les utiliser tout à l'heure, donc je les note, je les introduis dès maintenant. Bon, dernier point sur les tenseurs du second ordre particulier sont les tenseurs uniaxiaux. Eux aussi vont nous servir en mécanique pour repérer les directions de l'espace, comme vous allez le voir. Alors on dit qu'un tenseur est uniaxial s'il existe un vecteur petit u tel que grand U égale U tensoriel U. Petit u tensoriel U, c'est-à-dire c'est le produit tensoriel de deux tenseurs, de deux vecteurs, pardon. Hein. Bon, alors donc on dit qu'il est uniaxial. Hein, et les propriétés de ces tenseurs uniaxiaux, premièrement, U, grand U est symétrique, bon ça c'est facile à comprendre. Hein. Deuxièmement, U a une seule valeur propre non nulle, qui est la norme de petit u au carré. Donc ça, bah, vous n'avez qu'à écrire en fait grand U dans sa base propre pour trouver ça de manière évidente. L'espace propre associé à cette valeur propre, c'est la droite engendrée par U. Puisque en fait, il n'y a qu'une seule valeur propre réelle, en fait, l'espace propre associé, c'est K fois U, c'est-à-dire en fait tous les vecteurs qui sont parallèles à petit u. Vous voyez? Bien. Et ce qui nous sera le plus utile, c'est un tenseur uniaxial unitaire. En fait, la définition est la même. Vous avez U tilde égale petit u tilde, tensoriel petit u tilde. C'est-à-dire la seule différence qu'il y a, c'est que les vecteurs petit u ici sont unitaires. J'ai mis un tilde dessus pour signer que c'était unitaire. Alors donc pour ces tenseurs uniaxiaux, puisqu'ils ont une seule direction propre, qui sera donc la direction donnée par le vecteur petit u, une direction de l'espace, eh bien ça va nous servir à repérer les directions de l'espace et surtout non orientées, parce que si vous remplacez u par moins u, ou vous multipliez par un scalaire négatif, eh bien vous ne changez pas le grand U. Et donc ces tenseurs du second ordre, grand U, qui sont un peu particuliers, servent en fait à faire une représentation de l'espace, dans l'espace, des directions non orientées. En mécanique, ça va nous servir spécifiquement pour représenter par exemple des directions d'anisotropie. Vous savez que les directions d'anisotropie, c'est des directions mais non orientées. Hein, et donc ça sera commode, notamment quand on parlera d'anisotropie. Alors là, c'est une caractérisation, donc ça demande une démonstration. C'est-à-dire que si on vous donne un tenseur par ses composantes dans une base quelconque, eh bien, si vous vérifiez que sa trace est égale à 1 et que ces deux autres invariants sont nuls, alors c'est un tenseur uniaxial. D'accord? Donc c'est une manière de caractériser ces tenseurs uniaxiaux. Hein. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, un tenseur uniaxial unitaire, c'est le représentant unique d'une direction non orientée dans l'espace. C'est-à-dire que vous avez une bijection. Chaque fois que vous avez une direction non orientée dans l'espace, par exemple une direction d'anisotropie ou une direction propre, des choses comme ça, des choses qui sont non orientées, eh bien vous pouvez les représenter par un tenseur uniaxial. Exemple d'application, on a vu la dernière fois que tout tenseur symétrique, donc qui s'appelle S, hein, pour me rappeler que c'est symétrique, s'écrivait sous la forme somme de i égale 1 à 3 de lambda indice i, ui tensoriel ui, c'est les directions propres, vecteurs propres unitaires, donc qui font partie de la base orthonormée associée au tenseur symétrique. Hein. Et bien maintenant, vous allez pouvoir l'écrire comme ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, ça reflète bien le fait que les directions propres ne sont pas orientées, ce sont seulement des directions de l'espace. Hein. Eh bien, en fait, tout tenseur symétrique est la combinaison linéaire de trois tenseurs uniaxiaux. D'accord? Voilà. Et les coefficients de la combinaison linéaire, c'est les valeurs propres. Bien. Bon, alors donc un petit résumé de ce qu'on a fait. D'abord, on a défini des tenseurs d'ordre P. Hein.
Et donc, c'est des applications P linéaires de V à la puissance P dans grand R. Hein. Ensuite, on a montré que les tenseurs d'ordre P étaient dans un espace vectoriel. Ça nous a permis de définir des bases de cet espace, des tenseurs d'ordre P, donc, qui sont des tenseurs de base, qui, je vous le rappelle, donc, sont des produits tensoriels des vecteurs de base de l'espace V. On a donné des composantes dans cet espace vectoriel et de différentes variances. Hein. Bon. Ensuite, on a défini un produit tensoriel, P tensoriel Q, qui est un tenseur d'ordre P plus Q. D'accord? Ensuite, on a défini les traces d'un tenseur, donc, qui sont des tenseurs d'ordre P-2. Le produit contracté simple, donc, qui donne comme résultat un tenseur d'ordre P plus Q-2. Hein. Le produit contracté double, qui donne un tenseur d'ordre P plus Q-4. Je ne vous rappelle pas ici les formules qui permettent de calculer les composantes de ces tenseurs sur une base. Hein. Les tenseurs d'ordre 0, on a vu que c'était finalement les scalaires. Et donc, rappelez-vous la nuance que j'ai faite entre scalaire et nombre réel. Hein. C'est-à-dire que les scalaires, tels qu'ils sont définis, ils ne changent pas quand on change de base. Hein. Les tenseurs d'ordre 1, donc là, on a vu que c'était des vecteurs. On a défini le tenseur métrique. Ça, c'est un tenseur important qui intervient beaucoup en algèbre. Donc, on le verra passer assez souvent. Hein. Donc, qui est un tenseur d'ordre 2 qui permet de calculer par définition. Sa définition, c'est que G de x et de y est égal à x scalaire y. Le tenseur d'orientation, attention, je ne l'ai défini que pour n égale 3. C'est plus compliqué dès que vous avez des plus grandes dimensions. Le tenseur d'ordre 2, on a vu que c'était en fait la même chose qu'un endomorphisme, pas forcément linéaire, donc de V dans V. Donc d'un endomorphisme, pardon, il est linéaire, mais par définition, c'est-à-dire je dois dire simplement endomorphisme tout court. Voilà. On peut le décomposer en parties symétriques et antisymétriques. On peut le décomposer en parties sphériques et déviatoriques. On peut donner ses valeurs propres et ses directions propres. Et quand il est symétrique, je ne l'ai pas précisé, mais à ce moment-là, les valeurs propres sont toujours réelles et les directions propres sont orthogonales entre elles. Et ensuite, les tenseurs orthogonaux, c'est une rotation si z de q égale 0. Les tenseurs orthogonaux, c'est ce qui va nous servir le plus parce que c'est un groupe, donc là-dedans, on peut travailler, on peut faire des opérations. Et enfin, la décomposition polaire pour les tenseurs du second ordre aussi. Alors, partie symétrique, antisymétrique, partie sphérique et déviatorique, c'est des décompositions additives avec un plus. Hein. La décomposition polaire, c'est une décomposition multiplicative, c'est-à-dire qu'on fait un produit contracté simple entre les deux parties. Alors, ces décompositions, elles seront intéressantes ou pas intéressantes selon la signification physique du tenseur T. Pour l'instant, on ne fait que des mathématiques, donc on ne sait pas ce que c'est que le tenseur T. Est-ce que c'est un tenseur des déformations? Est-ce que c'est un tenseur des contraintes, etc. Donc en fait, allez-y, ouais. En fait, ces décompositions ne prendront une signification mécanique ou cinématique que quand on en saura ce que signifie le tenseur T. Donc, ces décompositions sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours intéressantes. Ça dépend des tenseurs. Hein. Et enfin, donc, les tenseurs uniaxiaux unitaires, donc, qui en fait seront surtout utilisés pour représenter les directions de l'espace non orientées. Hein, comme les directions propres d'un tenseur du second ordre, on l'a vu à l'instant, ou comme des directions d'anisotropie lorsqu'on fera de l'élasticité anisotrope. Voilà. Bien, donc ça c'était la fin de la partie algèbre. Hein. Maintenant, je vais attaquer la partie analyse, qui va se décomposer en deux parties. Il y a d'abord l'étude des fonctions tensorielles, je vais préciser ce que ça veut dire. Donc, c'est l'étude des fonctions, mais un peu plus que des fonctions à variable réelle, à valeur réelle. Hein. Et donc, on va commencer par ça. Alors, vous voyez, le plan, c'est, il est écrit, je ne sais pas si vous le lisez bien ici, hein, il est écrit là, on va commencer par étudier des tenseurs qui sont fonctions d'un réel. Alors bon,
comme en mécanique, le réel, ça sera toujours le temps, hein, c'est-à-dire qu'on a des tenseurs qui varient en fonction du temps, hein, eh bien, je l'appelle directement fonction du temps, c'est-à-dire que ça va m'aider dans le vocabulaire. C'est tout, hein, c'est pas... voilà. Donc, les tenseurs fonction du temps. Donc, l'idée, c'est à tout t appartenant à R, donc le temps, hein, eh bien, j'associe grand T de petit t qui est un tenseur d'ordre P. D'accord? Bien. Alors, la dérivée d'une fonction, ben là, c'est la définition élémentaire quand on dérive par rapport à un argument de la fonction. Alors, ici, je la note t point. C'est pour des raisons de concision. Hein. On peut aussi bien, si on veut, écrire des grands T sur des petits t. Hein, c'est la même chose. Mais en mécanique, on a l'habitude d'écrire des t points pour les dérivées temporelles. Bon, on précisera ça quand on fera de la cinématique. En fait, le point, je vais le réserver à ce qu'on appelle la dérivée particulière. Vous avez sûrement entendu parler de ça, malgré tout, même si je ne l'ai pas encore défini. Hein. Bon, mais c'est toujours une dérivée par rapport au temps. Bien, donc on peut l'écrire dt sur dt comme ceci, des grands T sur des petits t. J'aime pas trop ces notations qui sont plutôt introduites par les physiciens, parce que, en fait, d'abord, c'est pas une division. Hein, c'est la limite d'une division. Hein, et donc, bon, alors, c'est pas interdit de l'écrire, mais j'évite de l'employer. Bien. Alors, les propriétés de cette dérivation, on va dériver des produits. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, là, pour avoir des formules courtes, il faut que vous pensiez que grand T est une fonction de petit t, grand U est une fonction de petit t aussi. Hein, et que vous dérivez le produit avec le point qui est situé ici, c'est-à-dire on dérive le produit des fonctions. Hein. Bon, eh bien on a de la chance, ça c'est à vous de le vérifier à titre d'exercice, hein, ou de regarder dans le PDF. Eh bien en fait ça suit les règles de la dérivation de produits habituelle, hein, c'est-à-dire que tout simplement vous faites t point tensoriel U plus U tensoriel plus t tensoriel U point. Donc c'est la règle habituelle de dérivation de produits. Et on a de la chance aussi, lorsque vous dérivez un produit contracté simple, eh bien c'est la même règle. Hein, et pareil pour un produit contracté double, et puis vous pouvez continuer comme ça. En fait, la règle de dérivation est la même que la dérivation des produits de fonctions réelles. Bon. Quelques propriétés. Donc, à vérifier en exercice. D'abord, que la dérivation conserve la transposition. Je mets ça avec des phrases et pas avec des formules. Ça veut dire que la dérivée du transposé d'un tenseur est égale au transposé de la dérivée. Hein. Que la dérivée d'un tenseur symétrique est un tenseur symétrique. Hein. Pareil pour l'antisymétrie. Et pareil pour la sphéricité. Pareil pour la trace nulle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des propriétés qui se conservent quand ce qu'on dérive par rapport au temps. Hein. Donc ça, c'est très facile à montrer en général. En revanche, si vous avez un tenseur normé, par exemple, dont la norme est égale à 1, eh bien, la dérivée n'est pas un tenseur normé. Hein. Voilà. Vous ne conservez pas non plus l'uniaxialité, c'est-à-dire que vous prenez la dérivée d'un tenseur uniaxial, eh bien, ça ne sera pas un tenseur uniaxial. L'orthogonalité non plus. Hein, c'est-à-dire que vous dérivez un tenseur orthogonal, ce n'est pas un tenseur orthogonal. Bon, pour l'orthogonalité, on a quand même une petite propriété qu'on peut donner, qu'il est intéressant de noter parce qu'elle nous servira en cinématique. Voilà, je vous rappelle, la définition d'un tenseur orthogonal, c'est QQ transposé égale G. Alors j'ai le droit d'utiliser les formules du dessus pour calculer la dérivée par rapport au temps de cette égalité. Et donc vous allez obtenir ceci, c'est-à-dire Q point Q transposé plus Q point transposé est égal à 0. En effet, la dérivée par rapport au temps de G est égale à 0 puisque ça ne dépend pas du temps. D'accord? Et donc de cette égalité, vous tirez que le produit Q point, donc dérivé par rapport au temps de Q, point Q transposé est un tenseur antisymétrique. Hein, c'est marqué dans l'égalité au-dessus. Cette antisymétrie de ce produit va nous servir lorsqu'on fera de la cinématique. Donc, la dérivée d'un tenseur orthogonal n'est pas orthogonale, mais en fait, le produit de sa dérivée par Q transposé est un tenseur antisymétrique. Bien. Alors,
il y a un problème qui peut vous intéresser pour les gens qui veulent écrire des lois de comportement de milieu continu qui sont un petit peu évoluées, hein. C'est-à-dire que quelquefois, pour les milieux non élastiques, on a besoin de variables internes, hein. Et si cette variable interne est tensorielle, eh bien, vous allez besoin de donner une loi d'évolution de ce tenseur variable interne. Et pour exprimer quelle est la loi d'évolution d'un tenseur, eh bien, il faut regarder comment évoluent ses valeurs propres et comment évoluent ses vecteurs propres. C'est ce qu'on va donner ici. Donc, prenons-nous un tenseur S de t symétrique. Alors, je me limite à n égale 3 parce que c'est le cas utile en MMC, hein, c'est-à-dire que c'est des tenseurs construits sur V de dimension 3. C'est-à-dire que le tenseur symétrique peut être écrit comme je l'ai dit précédemment, donc SIJ de t, donc les composantes du tenseur sur une base quelconque, hein, SIJ de t. Les EI en haut et les EJ en haut, là, qui sont là parce que j'ai choisi, par exemple, de prendre les composantes covariantes du tenseur, eh bien, eux sont des bases fixes, c'est-à-dire qu'elles ne varient pas avec le temps. On fera varier les bases quand on parlera de système de coordonnées dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, c'est sur une base fixe. Donc voilà. Alors, on va appeler S point sa dérivée temporelle. Bon, ben, elle est facile à calculer. Si vous avez les composantes qui sont fonction du temps, eh bien, ce tenseur S point, hein, va s'écrire S point de t est égal à S point IJ de t, donc la dérivée des composantes, hein, sur la même base, hein, puisque la base est fixe. D'accord ? Bien. On va appeler les valeurs propres de S. On sait qu'elles sont toutes les trois réelles, hein, donc je les note lambda point en bas, hein, de t, bien sûr. Ces valeurs propres vont varier avec le temps, puisque vous faites varier le tenseur, hein. Et une base propre orthonormée, que je note comme d'habitude E tilde point, qui elle aussi est fonction du temps, hein, puisque lorsque vous faites varier le tenseur, vous faites varier à la fois les valeurs propres et les vecteurs propres. D'accord ? Bien. Question. Comment évoluent les valeurs propres et les directions propres de S lorsque on fait évaluer les composantes de S dans une base fixe? Vous voyez ? Donc on s'interroge pour savoir comment évoluent les valeurs propres et les directions propres du tenseur symétrique. Alors la réponse, bon, la démonstration, le détail des calculs, vous le verrez dans le polycopier. Je donne simplement les étapes, hein, pour obtenir cette réponse. Premièrement, la première partie de la démonstration, c'est de montrer que S point peut s'écrire sous la forme de deux tenseurs symétriques, que j'ai notés ici S chapeau et S brève, où S chapeau est une dérivée à direction propre constante, c'est-à-dire que, alors on ne connaît pas encore sa valeur pour l'instant, mais on va le trouver, hein. S chapeau, c'est une dérivée à direction propre constante, c'est-à-dire qu'on fait seulement varier les lambdas, hein. Et S brève est une dérivée à valeur propre constante. Donc on fait seulement varier les directions propres. Alors pour démontrer que cette décomposition existe, c'est pas très difficile. L'idée, c'est en fait d'écrire le tenseur S dans sa base propre, et puis de dériver par rapport au temps, et vous verrez qu'on peut, puisque vous avez, quand ça s'écrit avec les lambdas, hein, et les directions propres, vous avez les dérivés d'un produit que vous pouvez dériver, vous allez voir qu'on peut, à ce moment-là, l'écrire sous cette forme. Bien. Alors, la base propre d'abord. La base propre, puisque le tenseur est symétrique et qu'il reste symétrique, la base propre reste une base propre orthonormée. Donc en fait, pour étudier la variation de la base propre, c'est un peu comme le mouvement d'un solide indéformable, c'est-à-dire qu'on doit calculer la vitesse de rotation de la base propre. Vous voyez ? Bon, alors, comment on trouve cette vitesse? Bon, là, il faut aller voir la démonstration, je vous donne le système à résoudre, hein. Alors, c'est une équation comme ça. À gauche de l'égalité, là, vous avez un tenseur d'ordre 1. Bon, vous pouvez le vérifier. S point sont des tenseurs d'ordre 2, donc le produit contracté des deux est un tenseur d'ordre 2. La partie antisymétrique est d'ordre 2 aussi, hein. Grand H est d'ordre 3.
Donc ça fait 3 et 2, 5, moins 4 à cause de la double contraction, et donc vous obtenez bien un vecteur. De l'autre côté, bon, vous vérifierez que ce que j'ai écrit, que l'expression qu'il y a là au-dessus de l'accolade est bien d'ordre 2 aussi. Et puis, point oméga, l'oméga, c'est ce vecteur rotation. Donc le vecteur rotation est solution de cette équation. D'accord? Et cette équation, vous pouvez l'écrire dans n'importe quelle base. Hein. Alors donc, vous avez S et S points, vous les calculez facilement, il n'y a qu'à dériver les composantes par rapport au temps. Hein. Vous faites cette écriture, et donc ce que vous avez à résoudre, en fait, c'est une équation de 3 inconnus à 3 équations, hein, puisque, en fait, ça peut se traduire par le produit d'une matrice par une colonne, un vecteur. D'accord? Donc vous résolvez ce système de 3 équations à 3 inconnus, et vous obtenez le vecteur oméga, le vecteur rotation, hein, dans la base que vous avez utilisée, donc EI, J, que j'ai prise tout à fait au début. Donc vous pouvez trouver comme ça le vecteur vitesse de rotation de la base propre du tenseur. D'accord? Alors bon, pour en être convaincu, bien sûr, il faut suivre la démonstration qui est dans le PDF, hein, je donne seulement le résultat. Bon, ça y est, donc on a le vecteur rotation de la base propre. Hein. Ensuite, on veut s'intéresser aux dérivés temporel des vecteurs propres, eh bien, une fois qu'on a petit oméga, donc le vecteur vitesse de rotation de la base propre, eh bien, on calcule grand oméga qui est égal à moins h point petit oméga. Donc ça nous donne un tenseur antisymétrique, vous vous rappelez, hein, les calculs que j'ai faits avec le vecteur associé à un tenseur antisymétrique. Hein. Donc ça me donne un tenseur antisymétrique. Vous calculez S brève, qui est égal à oméga S moins S oméga. Donc là, maintenant, vous avez S brève, c'est-à-dire ce terme qui est en rouge ici. Hein, pardon, oh, la barbe. Voilà. Et une fois que vous avez le S brève, eh bien, vous pouvez calculer le S chapeau, qui est égal à S point moins S brève. Hein. Donc, et les valeurs propres de S point, oui, c'est ça, les valeurs propres, pardon, de S chapeau, ce sont les dérivés des valeurs propres, c'est-à-dire les lambda points. Vous voyez? Bon, donc grâce à ce procédé, quand vous faites varier un tenseur, vous êtes capable, en fonction du temps, vous êtes capable de dire quelle est la vitesse de rotation de ces directions propres, hein, et d'autre part, quelle est la dérivée de ces valeurs propres. D'accord? Bon, ce petit calcul n'est pas souvent exposé, mais quand on construit des modèles de comportement un peu évolués avec des variables d'état tensorielles, eh bien, pour écrire une loi d'évolution de cette variable d'état tensorielle, il est bon de savoir comment évoluent les directions propres et les valeurs propres. Hein. Voilà. Bien, donc ça nous servira beaucoup plus tard, ça. Hein. Mais pour l'instant, on va en rester aux mathématiques sans donner d'interprétation aux tenseurs. Je ne sais pas si c'est des variables internes, des déformations, n'importe quoi. Voilà, d'accord? Bien. Là, on va changer de style de fonction. Cette fois-ci, on veut s'intéresser à des scalaires, des fonctions à valeur scalaire, qui sont fonctions d'un tenseur. Donc la variable, c'est un tenseur. Ici, ça n'est plus un réel, comme tout à l'heure. Voilà. Alors, pas question de définir la dérivée comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein, parce que f de t moins f de t plus dt divisé par quoi? Divisé par dt, c'est-à-dire la variation d'un tenseur, ça n'a aucun sens. On ne sait pas dériver par rapport à un tenseur. Hein? Eh oui. Contrairement à ce que vous avez tous pu entendre, hein, mais on va régler la question, mais on ne peut pas parler, on ne peut pas dire je dérive par rapport à un tenseur, ça n'a pas de sens, on ne sait pas diviser par un tenseur. D'accord? Bien. Alors on va commencer par définir ce qu'on appelle une fonction différenciable. Alors, une fonction différenciable, donc f, je rappelle, donc pour l'instant, c'est une fonction à valeur scalaire, c'est s'il existe un tenseur que je note nabla f, hein, tel que f de t plus dt moins f de t, c'est-à-dire donc la variation de la fonction f lorsque je fais une variation arbitraire du tenseur t, d'accord, peut se mettre sous cette forme-là, à savoir que vous avez l'opérateur linéaire, là, nabla f, c'est un tenseur, hein, contracté p fois avec la variation arbitraire du tenseur t, hein, plus un reste
Donc en fait, on dit, bon, bah oui, f de t plus dt moins f de grand t, c'est en fait quelque chose de linéaire en dt, hein, d'accord, et plus un reste qui tend vers 0 lorsque la variation arbitraire du tenseur tend vers 0. D'accord? Alors, il y a le norme de dt, il faut l'écrire ici, parce qu'on est comme ça assuré que lorsque le dt, donc la variation arbitraire du tenseur, tend vers 0, eh bien le reste tend plus vite vers 0 que le terme linéaire. D'accord? Donc le haut de dt que vous avez là, c'est une fonction quelconque qui tend vers 0 lorsque d grand t tend vers 0. D'accord? Voilà. Donc, si une telle chose existe, alors la fonction est différenciable. Donc, en fait, il y a des tas de fonctions qui ne sont pas différenciables. Hein. Je ne vais pas vous en donner d'exemples maintenant, mais c'est facile à construire, où la fonction n'est pas différenciable partout. Par exemple, bah, oui, si vous cherchiez à écrire la fonction f, par exemple, f de grand t, ça serait norme de grand t. Eh bien, vous verrez que cette fonction n'est pas différenciable au tenseur nul. C'est différenciable ailleurs, mais pas là. Hein. Donc, bon, alors donc, on supposera en mécanique des milieux continus que presque toutes les fonctions sont différenciables, ou presque partout, j'y reviendrai. Hein. Donc, c'est important de dire que ça, c'est vrai, quel que soit dt. Hein. Donc, c'est quelle que soit la variation arbitraire de dt, vous avez cette relation. Bien. Vocabulaire. Nabla f, donc c'est appelé l'opérateur linéaire tangent. Opérateur linéaire, bien sûr, puisque c'est un tenseur. Hein. Tangent, bon, bah, c'est une extension de l'idée de la différenciabilité d'une fonction à une variable si vous n'avez qu'une seule variable scalaire. Donc à ce moment-là, ça représente graphiquement la tangente au graphe. Hein. Mais ici, c'est un peu plus compliqué, c'est un opérateur qui est tangent. Hein. Donc, voilà. Nabla f est d'ordre P. Alors, j'aurais peut-être dû poser la question avant d'écrire la réponse. Hein. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Ça, c'est une différence entre deux scalaires. Hein. Et là, vous faites un produit contracté d'un tenseur, Nabla f, hein, contracté P fois avec un tenseur d'ordre P. D'accord? Donc, en fait, ça va vous faire P plus P moins 2P, puisque vous faites une contraction, une P contraction, d'accord? Et ça va vous donner 0, c'est-à-dire bien un scalaire. D'accord? Voilà. Donc, a priori, Nabla f est un tenseur d'ordre P. Bien. Encore dans le vocabulaire, le terme en rouge là qui est marqué ici, c'est appelé la différence, pas souvent, c'est toujours appelé la différentielle de f. Hein. J'attire votre attention sur une tendance chez les physiciens de supposer que des petits f et des grands t sont des choses petites. Non, pas du tout. Hein. C'est pas petit. La différentiabilité, elle est définie avec un quel que soit dt. Hein. C'est-à-dire que quelle que soit l'amplitude de dt, le norme de dt, etc. Bien, donc ils ne sont pas forcément petits, on les fera tendre, quand on voudra définir une dérivée, on les fera tendre vers 0, mais il n'y a aucune raison qu'ils soient petits pour l'instant. Alors, les composantes de Nabla f, parce que chaque fois qu'on définit un tenseur, il faut trouver ses composantes, évidemment. Hein. Bon, alors en fait, je fais, par exemple, si le tenseur est d'ordre 2, c'est facile à généraliser, mais je vais faire exprès tout de même de donner mon tenseur T avec ses composantes mixtes, hein, c'est-à-dire t i en haut, j en bas, et je ne l'ai pas écrit, mais évidemment, ces composantes sont fonction non, pardon, rien du tout. J'allais dire une bêtise. Bon, donc voilà, et j'ai donc la fonction qui est fonction du tenseur, donc le f de t que j'ai pris là. Hein, eh bien, je peux l'écrire quand j'ai donné des composantes au tenseur sur une certaine base. Hein, une certaine fonction que j'appelle f bar de toutes les composantes du tenseur, puisque c'est une fonction du tenseur, c'est une fonction de toutes les composantes du tenseur. D'accord? Alors je l'appelle f bar parce qu'elle est particulière, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir choisi une base pour donner des composantes au tenseur. Donc ce f bar ici, il est attaché à la base, c'est-à-dire si vous changez de base, vous aurez un autre f bar.
D'accord? Bien. Pour ne pas écrire trop de choses, donc ce f bar, je l'écrirai comme ça, avec des t point point, juste pour ne pas écrire la liste de toutes les composantes du tenseur. Hein. Mais c'est fonction de toutes les composantes du tenseur, T11, T12, T13, etc. D'accord? Voilà. Donc c'est la fonction f bar, c'est une fonction de n3 composantes, de n2 composantes, excusez-moi, parce que j'ai pris un tenseur d'ordre 2. D'accord? Bien. Donc si on avait V, la dimension de V est égale à 3, en fait il y aurait 9 variables, les 9 composantes du tenseur, si on construit ça sur un espace vectoriel de dimension 3. Bon, et on va chercher les composantes de Nabla F, tout simplement en utilisant cette égalité. Bien, alors df, je commence par voir que c'est le produit contracté, donc vous avez là, donc que j'écris. Alors donc ici j'ai P égale 2, hein, puisque je prends un tenseur d'ordre 2. D'accord? Donc c'est Nabla FJ, je ne connais pas encore ses composantes, hein, et doublement contracté, c'est-à-dire que vous voyez les doubles sommations sur I et sur J, hein, pour écrire le produit doublement contracté, hein, entre Nabla F et dt. Deuxième chose, c'est que df, c'est aussi égal à df bar, d'accord? Et df bar, ça c'est quelque chose de plus sympathique pour vous, puisque vous savez ce que c'est que des fonctions à n variables, ici, pardon, n2 variables, hein, et donc vous savez écrire sa différentielle comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que c'est la dérivée partielle par rapport à TIJ multipliée par dTIJ. C'est l'écriture habituelle de la différentielle d'une fonction à 9 variables. D'accord? Bon, et alors, et ceci est vrai, évidemment, quel que soit dt. Hein. Donc, en fait, j'en déduis immédiatement les composantes de Nabla F. Alors faites attention, regardez bien comment ça se passe, parce que regardez que j'ai fait le calcul, et ici, donc j'avais le tenseur T qui était donné par ces composantes mixtes, d'abord contravariantes, puis le deuxième indice covariant, et je trouve un Nabla F avec les variances inverses. D'abord covariant, puis ensuite contravariant. Hein. Bon, vous voyez, donc si je regarde les indices réels, ici vous avez un I en bas, là vous avez un I en haut. Un I en haut, mais en dénominateur. Donc on va en déduire encore une règle automatique. Hein. C'est-à-dire que, et puis pour le J c'est pareil, hein, vous voyez que là, ici, le J est en haut, et là, le J est en bas. Donc en fait, quand je calcule la dérivée de la fonction f bar, qui est fonction de toutes les variables, par rapport à une composante d'un certain type, eh bien, j'obtiens des composantes de Nabla F du type opposé. C'est-à-dire que vous dérivez par des composantes d'une certaine variance et vous obtenez les composantes de Nabla F d'une autre variance. Ceci est dû tout simplement au fait que quand j'écris le double produit contracté, eh bien, j'utilise les règles du double produit contracté et que je ne peux pas écrire les sommations autrement. D'accord? Bien. Donc ça, c'est une chose importante à remarquer. En fait, on peut dire, pour avoir une règle ordinaire, que quand j'ai en dénominateur des composantes d'une certaine variance, le résultat, hein, eh bien, est de la variance inverse. D'accord? Voilà. Bon, donc là, j'avais calculé les composantes IJ, donc en fait, je peux écrire le tenseur donc, sur la base qui va bien. Hein, donc je peux écrire, donc c'est la même chose ici, porté par les tenseurs de base, donc EI en haut, EJ en bas. Hein. Donc vous voyez, dans cette sommation, il faut penser que puisque le TIJ est en dessous, eh bien en fait, c'est les variances inverses qu'il faut considérer. D'accord? Bon, c'est le seul petit piège qu'il y a quand on fait des calculs indiciels sur les composantes de Nabla. Il faut se rappeler que, attention, hein, quand je dérive par rapport à une composante d'une certaine variance, j'obtiens les composantes de Nabla de la variance opposée. Voilà. Alors, autre notation. Donc, les gens qui ont déjà entendu parler de dérivée par rapport à un tenseur, en fait, le Nabla F, hein, eh bien, il est quelquefois écrit df sur dt. Mais là, vraiment, ça n'a aucun sens, parce que ce n'est même pas la limite d'un rapport d'une fonction scalaire divisée par un tenseur.
Voyez? Donc personnellement, j'aime pas ça. Maintenant, vous avez le droit de l'utiliser quand même. Et il suffit de savoir ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, df sur dt, si vous l'écrivez comme ça, eh bien, c'est un symbole indissociable. Vous n'avez absolument pas le droit de le considérer comme une division et encore moins comme une limite d'une division. D'accord? Voilà. Bon, alors, voilà, comme dt sur df, vous le verrez dans des tas de publications, il vaut mieux savoir que ça existe. Hein, mais en fait, ça désigne l'opérateur Nabla-F linéaire tangent que j'ai donné ici. Bien. Et donc, à ce moment-là, la différentielle s'écrirait comme ça. Hein, c'est-à-dire df, ça serait Nabla-F contracté p fois avec le tenseur dt. Hein, mais pas question de simplifier par dt, parce que le produit contracté p fois, ce n'est pas un produit. Hein, c'est un produit contracté. Hein, d'accord? Donc faites attention à ces notations, je les vois couramment écrites, ce n'est pas gravissime, il faut simplement savoir ce que ça veut dire. D'accord? Voilà. Bien. Donc on ne sait pas dériver. On va définir une dérivée, mais avec un sens particulier. Bon. Alors je rappelle la définition de la différenciabilité que j'ai écrite à la page précédente. Hein. Et donc, j'écris la même égalité, mais en divisant non pas par dt, mais par norme de dt. Et là, j'ai le droit. Je sais faire une division par un réel. D'accord? Bon. Et j'ai le droit de m'intéresser à ce qui va se passer lorsque dt va tendre vers 0. On sait que la norme de dt va tendre vers 0 aussi, évidemment. Hein? Et donc là, je vais pouvoir définir une dérivée. Alors, vous voyez que là, le tenseur dt divisé par sa norme, c'est un tenseur de norme 1. D'accord? Donc en fait, c'est un tenseur unitaire, et quelles que soient les variations de dt que je vais faire subir au tenseur t, eh bien ça restera un tenseur unitaire. D'accord? Donc quand dt tend vers 0, le rapport d grand T, variation d'un tenseur d'ordre P, divisé par sa norme, ça va tendre vers un tenseur unitaire. D'accord? Bien. Alors à ce moment-là, je peux définir la dérivée. Désolé pour le rouge, sur mon écran, ça passait très bien. Donc dans la direction tensorielle unitaire T0, donc on peut définir une dérivée dans une direction tensorielle. Une direction tensorielle, pensez-là, un tenseur unitaire qui a une certaine direction dans l'espace des tenseurs d'ordre P, d'accord, hein, et qui est défini par ça. Donc maintenant, je peux calculer la limite. Pourquoi? C'est la limite lorsque norme de dt tend vers 0, que dt sur norme de dt tend vers un tenseur unitaire, T0, d'accord, de f de t plus dt moins f de t sur norme de t. C'est la définition habituelle d'une dérivée, pas tout à fait, quoi. C'est-à-dire que là, ce n'est pas la variation du tenseur qu'il y a en dénominateur, c'est la norme de sa variation. D'accord? Et donc, cette limite, bon, ben, il suffit de regarder l'équation au-dessus, hein, c'est tout simplement Nabla-F qui est contracté avec le tenseur unitaire T0. Voyez? Donc là, je définis la dérivée d'un tenseur, d'une fonction scalaire, fonction d'un tenseur, je définis la dérivée de cette fonction, hein, donc f', je mets f' pour désigner la dérivée, pas un point parce que c'est la dérivée par rapport au temps, hein, et je mets en dessous un indice T0, c'est-à-dire que je fais la dérivée dans la direction unitaire T0, hein, mais cette direction unitaire, c'est une direction dans l'espace vectoriel des tenseurs, ce n'est pas une direction de l'espace, hein, et contractée avec la direction unitaire, donc T0. Là, j'ai une dérivée. Vous voyez? Mais avant, on ne pouvait pas dire mieux que la différenciabilité. D'accord? Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou je vois des visages dubitatifs là, non? Non? Bon, passons. De toute façon, on pourrait m'en reposer après si vous voulez, on y reviendra. Bon, donc, la définition de la dérivée d'une fonction f, fonction d'un tenseur, c'est une dérivée dans une direction tensorielle unitaire. Hein.
où T0 donc, est un tenseur d'ordre P, bien sûr, hein, mais unitaire, c'est-à-dire dont sa norme est égale à 1. D'accord? Voilà. Bien. Alors, il peut se poser un problème en mécanique surtout, c'est que lorsque vous parlez de tenseur, là sur le tenseur du second ordre par exemple, hein, que j'ai pris ici comme exemple, on peut faire ça avec des tenseurs d'ordre P, hein, il peut y avoir des contraintes dessus. C'est-à-dire par exemple le tenseur est symétrique. Ça en mécanique c'est très courant. Hein. Ce qui veut dire que les composantes du tenseur ne sont pas indépendantes. D'accord? Donc la fonction f bar que j'avais tout à l'heure, hein, voilà, non, je vais pas le dire tout de suite. La fonction f bar, faites un petit effort de mémoire que j'avais tout à l'heure, qui était fonction des composantes du tenseur, elle était fonction d'un certain nombre de composantes. Si dans l'exemple que j'avais pris, c'était 9 composantes, hein, mais ces 9 composantes ne sont pas indépendantes. Donc à ce moment-là, comment fait-on, hein, pour calculer des dérivés correctement d'une fonction avec 9 variables, par exemple, hein, et où les variables sont liées. Par exemple, une relation de symétrie, ça voudrait dire que T12 égale T21. Vous voyez? Bon, alors voilà. Alors ce qu'on appellera une contrainte sur les composantes d'un tenseur, en fait, c'est une relation comme ça. T indice PQR, là j'ai pris un tenseur d'ordre 3 pour changer un peu, hein, est une certaine fonction HPQR des autres composantes. D'accord? Donc là, j'introduis une liaison, une contrainte sur les composantes du tenseur. Vous avez vu avec l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, ça par exemple, ça peut être une relation de symétrie. Vous voyez? Alors il peut y en avoir plusieurs, j'en prends qu'une pour écrire moins de choses. Hein. Et donc là, donc en fait, les N3 ici, puisque j'ai un tenseur d'ordre 3, hein, les N3 variables de f de t point point sont liées par cette relation. D'accord? Bon, alors j'ai un théorème. La démonstration est dans le PDF, qui me dit qu'au fond, eh bien, je n'ai pas à m'en inquiéter si j'ai des relations de ce type, hein, donc vraiment de ce type. On peut calculer les composantes de nabla f comme si elles étaient indépendantes, et ensuite, on rétablit les contraintes sur le résultat. Hein. Donc, en fait, ça se traduit mathématiquement comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire que les composantes de nabla f, ici, eh bien, vous avez la fonction... Oh, là-bas. Vous avez la fonction f qui est fonction de toutes les 27 composantes, ici, si on est dans n égale 3. Vous dérivez tranquillement comme si les fonctions étaient indépendantes, les composantes étaient indépendantes, et ensuite, dans le résultat, vous rétablissez la liaison. Hein, ici, il n'y en a qu'une, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Hein, où donc la valeur de la composante TPQR, eh bien, c'est HPQR des autres composantes, c'est-à-dire la contrainte qu'on s'est donnée au début. On a le droit de faire ça à condition que les contraintes s'écrivent sous cette forme. Hein. Alors ce théorème est dangereux, hein, parce qu'on peut dire rapidement des bêtises, donc je vais souligner des cas d'application et des cas de non-application. Alors, quels exemples? Contrainte de symétrie, ça marche. Parce que quand vous avez une contrainte de symétrie, ça veut dire que certaines composantes s'expriment en fonction des autres de cette manière. Contrainte, donc, c'est-à-dire, par exemple, hein, si je voulais écrire le nabla f ij avec la fonction f bar, je dérive par rapport à des TIJ comme si les TIJ étaient indépendants, et puis après, dans le résultat, eh bien, je réintroduis les relations hein, que j'ai écrites ici, qui sont les relations de symétrie pour un tenseur du second ordre. Vous voyez? Bon, ça marche pour les contraintes de symétrie, on vient de le voir. Vous vérifierez pour l'antisymétrie, pour la sphéricité, pour la trace nulle, tout va bien. Hein, ça se passe très bien. En revanche, ce n'est pas applicable pour certaines contraintes, comme par exemple les contraintes d'orthogonalité, d'uniaxialité ou de norme. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce qu'on n'est pas dans les conditions d'application du théorème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire qu'un tenseur est orthogonal ou bien un tenseur est uniaxial avec des relations de ce type-là. C'est-à-dire que les fonctions
T PQR égale H PQR des autres variables n'existe pas. Par exemple, si vous faites un essai, vous verrez, c'est plutôt simple avec la norme ou l'uniaxialité. Vous verrez que vous pouvez dire que telle composante est égale à plus ou moins, par exemple, c'est ce qui vous arrivera, c'est-à-dire que ce n'est pas une fonction. Hein. Si vous avez un résultat du genre T PQR égale plus ou moins quelque chose, alors ce n'est pas une fonction. C'est-à-dire la valeur de la fonction n'est pas définie. D'accord? Bien. Alors, donc, ce théorème est dangereux d'application. Hein. Néanmoins, il va nous être utile quand même parce que ça aurait été embêtant. Si j'avais dit, par exemple, je pouvais faire le même raisonnement qu'avant, j'aurais dit, bah oui, j'ai un tenseur symétrique, donc au lieu de prendre 9 composantes, je vais en prendre que 6. Comme ça, j'ai une fonction f bar qui va être à 6 composantes. Seulement, ça va me définir un abla très particulier. Vous voyez, je ne pourrais pas, vous pourrez essayer de l'écrire, c'est détaillé dans le polycopier si vous voulez y regarder de plus près, vous ne pourrez pas écrire le df comme étant un produit P fois contracté avec le dt. Ça ne va pas marcher. Donc vous ne pourrez plus donner une forme générale. Vous voyez? Bon, alors, je n'ai pas le temps de faire toutes les démonstrations, mais elles sont soigneusement écrites dans le polycopier. Donc regardez cette démonstration avant de vous poser des questions. Hein. Donc, on peut appliquer ce théorème les yeux fermés pour les contraintes de symétrie, antisymétrie, sphéricité, tout simplement parce que ces contraintes-là s'expriment par des relations du type telle composante a telle fonction des autres. Par exemple, pour la trace nulle, c'est simple. Hein. Vous dites que, bon, bah oui, si vous avez l'équation T11 égale moins T22 moins T33, et voilà, vous avez la trace nulle. Hein. Donc vous pouvez écrire une telle relation. En revanche, pour les contraintes du type orthogonalité, uniaxialité ou norme, ces fonctions n'existent pas. Hein. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à exprimer une composante en fonction des autres pour dire que le tenseur est orthogonal, uniaxial ou d'une certaine norme. Voilà. Donc bon, vous verrez ça. Alors, rassurez-vous aussi, grâce aux fonctions isotropes, dont je vais parler dans un instant, on peut se débarrasser de ce théorème, c'est-à-dire qu'on peut ne pas l'utiliser grâce à l'existence des fonctions isotropes. On le verra dans un instant. Bien. Tout à l'heure, j'étais dans les scalaires fonctions de un tenseur. Maintenant, j'ai un scalaire fonction de plusieurs tenseurs. Quand est-ce qu'on a ça? Eh bien, par exemple, lorsque vous écrivez en thermodynamique une fonction d'état, des choses, bon, pour employer le vocabulaire que vous avez l'habitude de voir, par exemple, une énergie de déformation, hein, eh bien, ces fonctions de plusieurs tenseurs en général, il y a la déformation, mais ça peut être aussi d'autres variables, des anisotropies, des trucs comme ça. Hein. Et donc, ça arrive assez souvent qu'on ait des scalaires qui soient, donc des fonctions scalaires qui soient fonctions de plusieurs tenseurs. Ou des variables internes qui soient tensorielles, par exemple. Hein. Vous voyez? Bon, donc, c'est pas pour le plaisir de vous embêter qu'on regarde ça, c'est précisément parce que ça va servir dans la suite. Hein. Donc pensez à une énergie interne, une énergie de déformation, une énergie libre, des trucs comme ça. Bien, c'est bien un scalaire fonction de plusieurs tenseurs. Donc ça va s'écrire comme ça. F, donc scalaire, le petit f n'est pas en gras, hein, pour bien montrer que c'est un scalaire, hein, et qui est fonction de m tenseurs, T1, T2, Tm. Et chacun des tenseurs est d'ordre différent éventuellement. Hein, c'est-à-dire que ça peut être des tenseurs d'ordre 1, d'ordre 2, voire d'ordre 0. Hein, parce que, par exemple, vous avez aussi dans les fonctions d'état, vous avez en général la température, qui est un tenseur d'ordre 0. Hein, bon, voilà. Et donc, on va définir ce qu'on appelle un opérateur linéaire tangent partiel. En fait, l'idée, c'est la même que quand on a des fonctions à n variables. On fait varier une des variables. Ici, donc, on fait varier un seul des tenseurs, les autres étant considérés comme fixés. Voilà. Donc, seul, quand j'écrirai quelque chose comme ça, le d ronde, je le mets en gras pour bien montrer que c'est un tenseur. Hein. Indice T indici, là, ça veut dire que c'est seulement T indici qui varie. C'est le tenseur T indici qui varie. Hein.
de la fonction f. Bon. Alors, la différentielle, bon, bah, ça va s'écrire comme d'habitude, c'est-à-dire la somme des différentiels partiels en faisant varier chacun des tenseurs les uns après les autres. Hein. Et donc, en fait, c'est la même chose que précédemment, à ceci près que je remplace le nabla, parce qu'il n'y avait qu'une seule variable, hein, par un déronde en gras. Hein. Et je me rappelle le T indici en dessous pour me rappeler quel est le tenseur qui varie. Donc en fait, là, on fait le produit PI contracté parce que T, DTI, qui est une variation de tenseur d'ordre PI, eh bien, c'est un tenseur d'ordre PI. D'accord? Donc c'est PI fois contracté. Donc vous obtenez des scalaires et tous ces scalaires, vous les ajoutez de 1 à m et c'est comme ça qu'on calcule donc la différentielle d'une fonction à plusieurs tenseurs. C'est exactement la même définition. Hein. Alors j'ai été plus vite ici, je devrais dire que la fonction est différenciable si chacun des ronds indices TI existe. Hein, bien sûr. Bon, il faut qu'elle soit différenciable. Hein. Et donc à ce moment-là, je peux écrire la différentielle comme ça. Bon. Donc, D indice TI de f est un tenseur d'ordre PI, pour les mêmes raisons que le nabla de tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que quand on va faire sa contraction PI fois avec le tenseur DTI, qui est d'ordre PI, hein, eh bien, je vais obtenir un scalaire. D'accord? Et le df total, donc, c'est la somme de tous ces scalaires. Ça va? D'accord? Bien. Alors, quelques applications utiles. Je vais vous donner quelques identités hein, qui sont utiles, c'est-à-dire qu'il est presque bien de les retenir par cœur, hein, pour vous montrer les choses que vous aurez éventuellement à écrire lorsque vous ferez des calculs algébriques. On va jouer d'abord avec des variables vectorielles, c'est-à-dire que les TI, c'est des vecteurs, c'est-à-dire c'est des tenseurs d'ordre 1. Hein. Voilà. Eh bien, voilà une identité que vous devriez montrer en exercice. Hein. La fonction f, c'est v scalaire w. C'est bien une fonction de deux vecteurs hein, avec à valeur scalaire. D'accord? Et vous voulez calculer l'opérateur linéaire tangent partiel des indices v. Hein. Eh bien, vous voyez que le résultat est plutôt sympathique. En fait, ça se représente comme si c'était des produits ordinaires. Hein. Mais sauf que ce n'est pas des produits ordinaires, là vous avez un produit contracté quand même, hein, c'est pas pareil, ou un produit scalaire, comme vous voulez. Hein. Et donc, eh bien, le résultat, c'est W. Vous voyez? Donc ça, c'est amusant à montrer au moins les premières. Après, bon, vous aurez pris l'habitude. Hein. Là, je prends la fonction qui, à tout vecteur V, associe V scalaire V. D'accord? Donc j'ai mis un nabla parce qu'il n'y a qu'une seule variable, petit v. D'accord? Eh bien, le résultat, c'est 2v. Hein? Pensez à dérivée de x2 est égal à 2x. Vous voyez? La dérivée de la norme, ça aussi, c'est un truc qui viendra souvent dans les calculs. Hein? Eh bien, c'est v sur norme de v. D'accord? Bon, jouons avec des variables tensorielles d'ordre 2. Encore des exercices à faire. Hein? Mais en fait, c'est presque les mêmes formules qu'au-dessus. Sauf que dans les tenseurs d'ordre 2, le produit scalaire, c'est 2 points, c'est pas point. Hein, on l'a montré. Hein. Eh bien, vous avez la dérivée par rapport à t de t.u. Bon, mon laser, il commence à faiblir un peu. Donc, voilà. Eh bien, la dérivée par rapport à t de t2.u, pardon, hein, eh bien, c'est grand U. Voilà, c'est presque la même formule qu'au-dessus. Vous voyez, sauf que le produit scalaire, il a changé. Tout à l'heure, c'est des produits scalaires de vecteurs. Maintenant, vous avez un produit scalaire de tenseur d'ordre 2. Hein. Pareil, le nabla de t2.t, c'est 2t. Hein. Et le nabla de la norme de t, eh bien, c'est la même formule qu'au-dessus, mais sauf que c'est des tenseurs du second ordre. Ici, ce n'est pas des vecteurs. Hein. C'est t sur norme de t. Donc ça, c'est des petits exercices qui sont bien parce que, en fait, ça vous fait comprendre les concepts qu'on définit avant. Vous les utilisez clairement et vous trouvez ces résultats-là. Alors, pour les tenseurs d'ordre 2, j'ai encore une fonction f de t qui est intéressante, c'est la trace. Vous voyez ? C'est-à-dire que la fonction f de t que je prends, voilà, la fonction à valeur réelle, c'est la trace de t.
D'accord? Eh bien, le résultat, c'est G. Alors, quand on a trouvé ça, on se dit, ben, on va regarder l'opérateur linéaire tangent de T2, donc du deuxième invariant et du troisième invariant. Alors, pour le deuxième invariant, eh bien, ça donne ça. Hein. Et ça aussi, c'est intéressant. Et pour le troisième invariant, ça donne ça. Donc ça, c'est des calculs qu'il faut écrire pour le trouver en utilisant les définitions de Nabla que j'ai données dans les pages précédentes. Bien. Et là aussi, il y a une autre manière de l'écrire. C'est la dérivée du troisième invariant, donc du déterminant, enfin pas la dérivée, le nabla du déterminant, eh bien ça s'écrit en fait T3 multiplié par T à la puissance moins T. T à la puissance moins T, je veux dire, donc c'est le transposé de l'inverse. D'accord? Alors pour passer de cette égalité-là à cette égalité-là, c'est une bonne application du théorème de Cayley-Hamilton que j'ai rappelé lundi dernier. Vous verrez qu'à partir du théorème de Cayley-Hamilton, en l'utilisant sur T transposé, on bricole un peu les équations, et vous verrez que ça s'écrit comme ça. Voilà. Alors, maintenant, quelques dérivées temporelles pour conclure donc, sur ces fonctions scalaires de plusieurs tenseurs. Maintenant, je suppose que j'ai un vecteur V qui est fonction du temps, d'accord, et je calcule la dérivée par rapport au temps de sa norme. D'accord? Bon, eh bien, en fait, le résultat, vous voyez que c'est V divisé par norme de V, c'est-à-dire le nabla V, qui est contracté une fois avec V point, la dérivée du vecteur par rapport au temps. D'accord? Donc en fait, vous voyez que ces formules-là, une fois qu'on a appris finalement les premières, eh bien on trouve très facilement les résultats. De même, la dérivée de la norme d'un tenseur, la dérivée par rapport au temps, donc de la norme d'un tenseur, s'écrit nabla T, 2 points, T point. D'accord? Pareil pour la dérivée par rapport au temps de la trace, eh bien c'est G 2 points T point, c'est-à-dire en fait la trace de la dérivée. La dérivée de la trace. Non, pardon. La dérivée de la trace est égale à la trace du tenseur dérivé. Voilà. Donc trace de T point. Ensuite, pareil pour la dérivée par rapport au temps du deuxième invariant. Eh bien, en fait, c'est toujours la même chose. Vous voyez, il doit y avoir quelque chose en rouge ici. Oui. Vous faites nabla T2, 2 points T point, et vous obtenez la dérivée par rapport au temps lorsque le tenseur est fonction du temps. Pareil pour celui-là. Et que vous pouvez aussi écrire comme ça en utilisant le théorème de Cayley avec Cayley-Hamilton si le tenseur T est inversible, bien sûr. Sinon, on ne peut pas écrire de T-1. Voilà. Donc ces petites identités-là sont très utiles en calcul tensoriel en mécanique, parce que ça nous intéresse souvent de savoir comment varient les normes, par exemple, ou comment varient des produits scalaires en fonction du temps. Vous voyez? Voilà. Bien. Maintenant, on va parler des fonctions isotropes. Fonctions scalaires de plusieurs tenseurs et isotropes. Alors, ces fonctions isotropes, c'est un peu l'aboutissement de cette partie d'analyse. C'est-à-dire que vous allez voir que le résultat est extrêmement intéressant. Il va nous simplifier énormément la vie en mécanique, pour les raisons que je vais exposer. Rappel. Donc, je dis que la rotation par Q d'un tenseur, je viens de le rappeler à l'instant, donc on va regarder la rotation par Q de tenseurs de différents ordres. X, c'est un scalaire, donc la rotation par Q du scalaire, c'est 0. Le scalaire ne change pas, donc quand on le fait tourner par Q. Bon, rotation d'un tenseur d'ordre 0, bon, c'est quelque chose de bizarre, mais comme il peut y avoir dans les arguments de la fonction des tenseurs d'ordre 0, je le rappelle ici. La rotation R par Q d'un vecteur, ça s'écrit Q.V. D'accord? La rotation par Q d'un tenseur du second ordre, ça s'écrit
Q point T, Q transposé, on a vu ça ensemble, hein, ça fait tourner les directions propres et puis ça ne change pas les valeurs propres. Hein. Alors, je mets un petit point très malhonnête, 3 petits points de suspension très malhonnêtes, ici. Hein. C'est-à-dire qu'on sait, évidemment, écrire des rotations de tenseurs d'ordre supérieur. Hein. Simplement, je n'ai pas envie de vous encombrer l'esprit dans ce cours, mais tout est donné dans le polycopier. Il faut inventer un nouveau produit tensoriel qui s'appelle le produit tensoriel de Kronecker, hein, qui n'est jamais que, en fait, une certaine transposition du produit tensoriel entre deux tenseurs d'ordre 2 ordinaires. Hein. Mais simplement, les indices sont bousculés. Grâce à ce produit tensoriel qu'on note, vous le verrez dans le polycopier, il est noté non pas comme un rond avec une croix, mais un carré avec une croix. C'est une notation. Hein. Mais ça n'est pas monstrueux, c'est simplement une simple transposition des indices. Voilà, c'est tout. Hein. C'est-à-dire qu'on échange des places d'indices, c'est tout. Hein. Bon, alors j'en parle pas maintenant pour ne pas compliquer tout, mais occasionnellement, vous en aurez besoin de faire tourner des tenseurs d'un ordre supérieur à 2. Hein. Donc, il faut savoir les écrire, quoi. Voilà. Hein. Bien, donc je fais des petits points. Voyez vous-même, quoi, en gros. Hein. Bien. Alors, donc, soit f fonction de plusieurs tenseurs, hein, et donc la valeur de f est un réel, hein. Donc, et les tenseurs sont a priori d'ordre différent, comme je le voyais tout à l'heure, hein, une fonction de plusieurs tenseurs d'ordre différent, 0, 1 ou 2, si vous voulez, seulement pour cet exposé, mais même plus si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction isotrope, une fonction scalaire isotrope? Eh bien, c'est une fonction qui a cette propriété-là. C'est-à-dire que la fonction f de tenseur est invariante lorsque vous faites tourner chacun de ces arguments par le même tenseur Q. Vous voyez? Donc, bien sûr, quel que soit Q orthogonal, même une rotation si vous voulez. Donc, voilà la définition d'une propriété d'une fonction isotrope. Vous vous dites, mais oh, mais c'est drôlement particulier ça, parce que, en fait, est-ce qu'on va avoir des fonctions comme ça? Eh bien, en fait, oui, mais pour en comprendre l'utilité, il faudra qu'on fasse de la cinématique. Hein. C'est-à-dire que, en fait, dire que cette fonction scalaire de plusieurs tenseurs ne change pas quand on fait tourner les tenseurs, de manière cinématique, ça va se traduire par la chose suivante. Ce scalaire est le même pour tous les observateurs. Vous voyez? Ça voudra dire ça. Pour l'instant, vous êtes obligé de me croire. Hein. Mais quand on aura dit qu'est-ce que c'est qu'un changement d'observateur, on pourra effectivement dire que la plupart des fonctions thermodynamiques, lorsque vous les évaluez, comme l'énergie interne, l'entropie, l'énergie libre, etc., toutes ces fonctions-là ne doivent pas changer quand on change d'observateur, sinon la thermodynamique n'aurait pas grand sens. Hein. Donc, en fait, contrairement à ce que ça peut apparaître ici en termes mathématiques, c'est-à-dire avec des choses qui n'ont pas encore d'interprétation physique, hein, eh bien, ces fonctions isotropes vont apparaître tout le temps. Hein. Enfin, pas tout le temps, souvent. Hein. Bon, donc, fonction scalaire isotrope, c'est une fonction qui a cette propriété. Et ça, c'est la définition. La propriété, c'est ça. C'est que toute fonction, hein, scalaire, isotrope, alors on peut écrire que f de T1, T2 et jusqu'à ce que vous voulez, est une fonction f bar de fonction scalaire. Voilà. Alors, donc, d'arguments scalaires. C'est-à-dire qu'en fait, toute fonction tensorielle, attention, isotrope, hein, pour les non-isotropes, c'est pas vrai, hein, peut se ramener à une fonction de variable scalaire. Et ça, c'est super sympa, parce qu'on ne sera plus embêté, hein, avec le théorème de dérivation par rapport à un tenseur, etc., symétrique ou pas symétrique. On va ramener ça à des fonctions très simples, qui sont des fonctions de scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ces I1, I2, IM? Il faut savoir les trouver, parce que si on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. Hein. Donc, ce sont des invariants. Des invariants, ça veut dire des tenseurs d'ordre 0,
qui sont calculés avec les arguments tensoriels de la fonction f, avec les T1, T2, Tm, etc. D'accord? Alors, donc tout ce théorème, hein, il a été, je crois, initié par Buller, mais il y a eu d'autres intervenants, Spencer, Wang, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pourquoi il y a plusieurs auteurs? C'est parce que, en fait, il y a eu des controverses sur certains résultats. Hein. Donc, bon. Et alors, donc la longue démonstration est donnée en annexe B du PDF. Alors, pourquoi elle est longue, cette démonstration? Elle est tout simplement due au fait qu'il n'y a pas de manière de raisonner générale. C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler au cas par cas. Si le tenseur T1 est comme ça, si le tenseur T2 est de tel ordre, si le tenseur T3 est de tel ordre, etc., on est obligé de raisonner au cas par cas. C'est pour ça que c'est long. Hein. Et donc, en fait, les listes d'invariants que vous avez là dépendent, en fait, du nombre d'arguments et de la tensorialité des tenseurs arguments de la fonction f. Alors, je vais donner quelques résultats, pas tous, vous aurez tout dans le PDF, hein, mais c'est important de retenir l'idée que si la fonction f est isotrope, traduisez cinématiquement la même pour tous les observateurs, hein, eh bien, alors, cette fonction f, fonction de plusieurs tenseurs, peut être amenée à une fonction de m scalaire. Le nombre m, ça dépend du nombre d'arguments de la fonction f, ça dépend aussi de la tensorialité des arguments de la fonction f, et je vais détailler quelques résultats. Bien. Donc, les scalaires i point, là que j'ai introduits, sont soit des invariants propres à chaque tenseur t point. Donc, bon, les invariants de tenseur, vous les connaissez. Hein, pour un vecteur, c'est sa norme. Pour un tenseur du second ordre, eh bien, c'est ces trois valeurs propres, ou bien ces trois invariants fondamentaux, comme vous voulez, c'est équivalent, on peut passer de l'un à l'autre. Hein. Et aussi des invariants que Buller et Spencer appellent des invariants croisés, qui sont calculés, en fait, avec plusieurs arguments. Hein. Donc, et je vais donner des détails tout de suite après, hein, qui reflètent en fait les orientations relatives entre les arguments du tenseur. En fait, vous pouvez comprendre ça, et c'est le principe de la démonstration qui est donné dans le polycopier. Si vous prenez une fonction f, fonction de T1, T2, T3, etc., que vous faites tourner chacun des arguments par la même rotation, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est l'orientation relative entre chacun de ces arguments. Vous suivez? Vous voyez? Et c'est pour ça que ces invariants sont là. Hein? Alors, dans la démonstration que je vous donne, qui est une démonstration originale, hein, qui est beaucoup plus lisible que si vous allez chercher, vous pouvez chercher sur le net les articles de Buller, Spencer, etc. Vous verrez, c'est des calculs algébriques absolument épouvantables, de plusieurs pages d'opérations tensorielles, alors qu'en fait, dans la démonstration que je vous donne, elle est basée sur la géométrie, et elle est d'abord beaucoup plus lisible, puis en plus, on comprend pourquoi il y a des invariants croisés, avec un argument comme celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si on les fait tous tourner, eh bien, leur orientation relative ne change pas. Alors, on va voir en détail quelques cas simples. Voilà. Par exemple, on va supposer qu'on ait une fonction de deux vecteurs, hein, V et W. Bon, c'est pas trop compliqué pour démarrer. Hein. Voilà. Et alors, donc, pour les notations, j'ai V et W, ça sera des vecteurs. S, c'est un tenseur symétrique. En fait, ce n'est pas la peine de parler des tenseurs antisymétriques, comme se sont crevés à le faire Buller et les autres, parce qu'en fait, il semble qu'il leur ait échappé qu'à tout tenseur antisymétrique, comme tout tenseur d'abord est décomposable en parties symétriques et antisymétriques, et qu'à tout tenseur antisymétrique, je peux associer un vecteur de manière biunivoque, en fait, avoir un argument de tenseur antisymétrique, ce n'est pas la peine, c'est comme si c'était un vecteur. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, on va prendre d'abord des fonctions à un seul argument, hein, pour être gentil. f de v, le théorème montre, donc si j'ai une fonction f de v isotrope, c'est important, parce que si elle n'est pas isotrope, c'est faux, alors, il existe une fonction f bar telle que f de v est égal à f de norme de v. Ça, c'est à la limite, vous pouviez l'écrire de manière intuitive. Hein, si j'ai une fonction scalaire, fonction d'un vecteur,
qui ne change pas quand je fais tourner le vecteur, ça n'est donc fonction que du module du vecteur. D'accord? Bon, ça, c'est un résultat du théorème parmi d'autres, hein, mais celui-là, tout le monde peut le comprendre. Bon, sauf que des fonctions d'un seul vecteur en mécanique, c'est un peu léger, quoi. Il nous en faut un peu plus. Hein. Bien. Alors, une fonction scalaire d'un tenseur symétrique. Pensez par exemple à un tenseur de déformation, peut-être. Hein. Bien. Alors, il existe une fonction f bar telle que f de s est égal à f bar de S1, S2, S3, les trois invariants du tenseur symétrique. D'accord? Mais ces listes ne sont pas uniques. Par exemple, vous avez le droit de dire qu'il existe aussi une fonction f' de trois scalaires, mais pas les mêmes. Hein. Là, vous avez trace de S, trace de S2, trace de S3. Il y a des gens qui préfèrent utiliser ces invariants-là plutôt que S1, S2, S3. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance. Vous pouvez même en inventer vous-même. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez trois scalaires qui s'expriment en fonction de S1, S2, S3, par exemple, hein, et que la relation inverse existe aussi. C'est-à-dire que le jacobien de la transformation entre S1, S2, S3, les trois invariants fondamentaux, et puis vos trois invariants à vous, hein, si vous écrivez une bijection entre ces deux triplets d'invariants, vous avez le droit de le mettre. Cette liberté est très intéressante, parce que, en fait, quand vous allez faire de la mécanique, vous allez choisir des fonctions, des arguments de la fonction f bar qui ont une interprétation physique qui vous parle. Vous voyez? Comme ça, vous pourrez construire des fonctions d'état d'une manière raisonnée, intelligente, au lieu, comme je le vois assez souvent, on le reverra en élasticité, des fonctions polynomiales plus ou moins arbitraires, hein, des arguments S1, S2, S3, sans qu'on comprenne ce que ça veut dire. Vous voyez? Donc, cette liberté est très importante. Quand vous construirez des modèles, vous direz, ah bah oui, tiens, le premier argument, là, je sais ce que ça veut dire, ça dépend de, je ne sais pas de quoi je parle, mais vous le verrez. Hein. Voilà. Et puis, par exemple, vous avez encore droit à ça, hein, puisque je vous ai affirmé que lorsque vous connaissez les trois invariants, vous connaissez les trois valeurs propres ordonnées, et inversement. Alors inversement, c'est trivial. Vous savez que les invariants, en fonction des valeurs propres, c'est facile à écrire, mais l'inverse aussi. Hein. Donc, en fait, si ça vous intéresse, parce que pour vous, peut-être que les valeurs propres du tenseur S ont une signification physique qui vous intéresse, hein, eh bien, vous pouvez l'écrire comme ça. Donc, en fait, je n'ai pas fini la liste, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous en inventer vous-même. Hein, choisir un système, un triplet d'invariants, qui soit équivalent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, vous puissiez passer de l'un à l'un déjà connu, hein, par exemple S1, S2, S3. Si vous savez passer et faire le passage inverse de manière biunivoque, hein, donc le jacobien de la transformation du triplet d'invariants en fonction de l'autre triplet et de déterminants non nuls, eh bien, vous avez droit à ça. Donc ça sera une grande liberté dans la construction des modèles, c'est-à-dire que vous choisirez des modèles avec des variables scalaires qui ont du sens physique. Bien. Commençons avec des fonctions à deux arguments cette fois-ci. Alors on va commencer doucement. Fonction isotrope de deux vecteurs. Alors si la fonction de deux vecteurs est isotrope, eh bien le théorème dit que un des arguments c'est norme de V. Bon, c'est compréhensible, hein, on s'y attendait, parce que pour une fonction déjà d'un seul vecteur, norme de V c'était un des arguments possibles. Hein. Vous avez aussi la norme de W, mais la liste n'est pas finie. Là, vous allez avoir un invariant croisé, hein, qui est donc, par exemple, V scalaire W. V scalaire W, vous savez géométriquement ce que ça veut dire. Hein. En fait, ça reflète l'angle entre les vecteurs V et W. À peu de choses près, aux normes près, évidemment. Hein, mais bon, c'est-à-dire que si vous connaissez ces trois arguments, hein, vous connaissez la position relative des deux vecteurs V et W, et cette position relative est un invariant quand on dit que la fonction est isotrope, c'est-à-dire que vous faites tourner les deux vecteurs et l'angle entre les deux vecteurs n'a pas changé. Et donc la signification physique, ou tout au moins géométrique, des invariants croisés, c'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure, ça reflète en fait l'orientation relative des arguments vectoriels. Relative, c'est-à-dire l'un par rapport à l'autre. D'accord ?
Bien. Essayons de jouer maintenant avec un tenseur et un vecteur. Alors bon, ben voilà, une fonction qui serait fonction d'un tenseur et d'un vecteur. Un petit exemple pour vous motiver pour la suite. S, c'est un tenseur de déformation symétrique. Hein, et V, c'est une direction d'anisotropie, hein, qu'on pourrait représenter aussi par V tensoriel V, mais en fait, vous allez voir que c'est la même chose. Hein. Bien. Alors, la fonction f bar, elle prend évidemment l'argument norme de V, hein, puisque vous avez l'argument V. Vous avez les trois invariants associés à S, ou un autre triplet, vous pouvez mettre lambda 1, lambda 2, lambda 3, ou tout ce que vous voulez, à condition que ce soit un triplet d'invariants équivalents. Et puis, donc, des invariants croisés, donc, qui vont être calculés avec S et V. Hein. Donc, et dans le cas du théorème, donc dans ce cas-là, le théorème, on a VSV et VS2V. Donc, V.S.V hein, et V.S2.V. Alors, pour comprendre que, et ça vous le verrez dans la démonstration du théorème, que ces deux termes supplémentaires, là, qui sont calculés à la fois avec V et S, eh bien, ces deux termes supplémentaires reflètent en fait l'orientation relative du vecteur V par rapport à la direction, aux trois directions propres, au trièdre orthonormé de direction propre de S. Vous savez bien, au moins sur le nombre d'arguments qu'il faut, que pour placer l'orientation d'un vecteur dans un trièdre, il vous faut deux paramètres, par exemple deux angles. Hein, vous voyez? Et donc, voilà le genre de liste. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que, suivant le nombre d'arguments et la tensorialité des arguments de la fonction f, hein, la liste est différente à chaque fois. Hein. Et puis, on peut encore en changer, parce qu'en fait, là, à la place de ces deux arguments-là, si ça vous intéresse d'un point de vue mécanique, vous pouvez les remplacer par deux angles, si vous en avez envie. Vous voyez? Pourvu que ces angles aient pour vous un sens mécanique. Hein. L'angle avec la direction propre de la plus grande valeur propre et l'angle avec la direction propre de la plus petite, par exemple. Vous avez le droit de faire ça. Vous voyez? Donc, le tout maintenant, c'est que ces arguments, donc, il faut qu'ils prennent un sens physique pour vous, c'est-à-dire quand vous construisez votre modèle. Voilà. Alors, je crois que je ne donne pas plus. Voilà, ouais. C'est-à-dire que des résultats plus complets sont donnés dans l'index B du PDF. Bon, je vais quand même faire un petit commentaire quand, si vous allez voir la démonstration. Oui? Oui? Tout à fait, oui. La norme euclidienne, puisqu'on a défini un produit scalaire dans l'espace des tenseurs d'ordre P, c'est le produit P fois contracté, hein, et la norme, enfin le carré de la norme, c'est T P fois contracté avec P. Hein. Non, enfin peut-être, mais je ne l'ai pas étudié. Hein. C'est la norme euclidienne, oui. Ah. La norme euclidienne de la vitesse, c'est bien réel scalaire. Oui. Alors que la norme L1 de vitesse, c'est pas... Non, non, d'accord, oui. Donc c'est bien la norme euclidienne. Bon, mais là, quand tu parles de vitesse, on va parler de mécanique. Pour l'instant, on a des vecteurs qui ne sont pas interprétés. Hein, d'accord? Bon, alors, maintenant, pour finir, c'est l'apothéose. Hein, on n'avait que des fonctions à valeur scalaire qui étaient fonctions de plusieurs tenseurs. Maintenant, eh bien, on a des tenseurs qui sont fonctions de plusieurs tenseurs. Bon, en fait, il n'y a rien de nouveau, pas vraiment. Hein. C'est-à-dire que j'ai P, par exemple, un tenseur T, un tenseur P, qui est fonction d'un tenseur Q. Attention, Q n'est pas orthogonal, ici c'est un tenseur quelconque. Bon, mais ça, vous en voyez tous les jours en mécanique, ça c'est par exemple une loi de comportement. Hein. Vous avez un tenseur des contraintes qui est fonction d'un tenseur de déformation. Hein. Voilà. Bon, donc, a priori, là, c'est pour être suffisamment général, là, c'est vraiment un peu pour vous embêter peut-être. Hein. P est d'ordre P et Q est d'ordre Q, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'ils soient du même ordre. Hein. Voilà. La différentielle, eh bien, ça va s'écrire pour une fonction à une seule variable avec un nabla. Hein. Nabla P, dp, la différentielle de la fonction P de Q,
eh bien, ça sera NABLA-P, Q fois contracté avec dQ, la variation arbitraire de l'argument. D'accord? Voilà. Alors, quel est l'ordre de NABLA-P? Ceux qui suivent. Hein? Comment? Non. Merci. P plus Q. Hein? Parce que vous avez un tenseur d'ordre P plus Q ici, que vous contractez avec Q, ça fait P plus Q moins 2Q à cause de la double contraction, hein, de la P contraction, la Q contraction, pardon, hein, et il vous reste P. Très bien. Voilà. Les composantes de NABLA-P, bon, moi je ne refais pas le calcul parce que, bon, je fais un exemple pour P égale 2 et Q égale 3. Donc P, le résultat est un tenseur d'ordre 2, la fonction, et l'argument c'est un tenseur d'ordre 3. Hein. Bon, eh bien ça va s'écrire comme ça. Alors juste, il y a les problèmes d'indice, hein, qu'il faut bien regarder de près. Hein. C'est-à-dire que en dénominateur, là, avec la pseudo-dérivation de la fonction de tous les arguments, là, vous dérivez par rapport à des arguments d'une certaine variance, et vous obtenez les variances opposées pour ces... Donc là, vous voyez, vous avez KL, M, KL en bas, là, vous avez KL en haut, M en bas, vous avez M en haut. En revanche, pour les arguments IJ, ça n'a pas changé, parce que ça, c'est pas en dénominateur. Bon, je raconte la règle, hein. Il suffit de faire le calcul pour voir qu'on tombe là-dessus. D'accord? Voilà. La dérivée temporelle, bon, bah, si Q était une fonction de t, alors à ce moment-là, le tenseur grand P fonction de Q qui lui est fonction de t, je pourrais calculer P point. Hein, et donc vous avez P point qui est comme précédemment NABLA-P multiplié par, enfin, contracté suffisamment avec Q point. Voilà. Si on a plusieurs fonctions, plusieurs tenseurs arguments, bon, ben, je vais aller un peu plus vite parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de changé, sauf qu'à la place de NABLA, j'aurai des rondes. Hein, et donc, P est d'ordre P, QM est d'ordre QM, c'est-à-dire que chaque tenseur a son ordre, hein, 1, 2 ou plus. Hein, et donc, la différentielle va s'écrire comme ça, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous écrivez les différents morceaux de la différentielle en faisant varier chaque tenseur un par un. Hein, et donc, quel est l'ordre des rondes, hein? Alors, quel est son ordre? Très bien, P plus QM. Voilà. Bon, les composantes, bon, ben, c'est la même règle aussi. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous avez l'opérateur linéaire partiel. Hein, donc, oh là là, oh là, c'est vraiment catastrophique. Voilà, l'opérateur linéaire partiel que vous avez là, voilà, eh bien, ces composantes IJK, vous avez des JK en bas, donc des JK en haut ici en dénominateur qui deviennent des JK en bas. En revanche, le I qui est en haut ici est resté en haut ici. Voilà. Bon, c'est toujours la même règle. Hein. Et la dérivée temporelle, donc ça s'écrira comme ça, c'est-à-dire que vous allez, pour chaque variation élémentaire de chaque tenseur QI, hein, eh bien, vous allez, QM, pardon, hein, eh bien, vous prenez l'opérateur linéaire tangent partiel relatif à Q, vous le contractez suffisamment avec le Q point correspondant. Voilà. Bien. Bon, alors j'en ai terminé là. Des fonctions comme ça de plusieurs tenseurs, c'était pas seulement pour vous embêter, juste là, j'étais pas obligé de prendre des ordres P et QM quelconques, hein, mais une simple loi de comportement anisotrope, c'est déjà comme ça. Hein. C'est-à-dire que ça dépend de la déformation et des directions d'anisotropie. Vous voyez? Donc c'est vite arrivé. Hein. Voilà. Bon, alors donc je fais la pause. Oh, je suis calé. Hein. Et donc s'il y a des questions à poser, je vous écoute. Oui? Tu veux passer le micro, s'il te plaît? Sur le théorème sur les fonctions isotropes, Oui? est-ce qu'il dit qu'en fait la fonction s'exprime en fonction
fonction de tous les invariants joints et des invariants, ou il y a un nombre minimal d'invariants Alors, possibles? oui, j'ai peut-être pas été assez précis sur ce point. J'ai donné les listes minimales d'invariants, hein, c'est-à-dire minimales au sens de leur cardinal, c'est-à-dire le nombre d'arguments. Hein. Donc ça, on arrive à prouver le nombre d'arguments pour choisir lesquels. On a vu qu'on n'était pas obligé de... On a plusieurs listes. Mais il existe un nombre minimum d'arguments. Et justement, la controverse qu'il y a eu entre Buller et les autres, c'était sur un cas que je n'ai pas donné ici, de 2 tenseurs symétriques. Hein, où Buller donnait 4 arguments croisés. Bon, il mettait les arguments des tenseurs propres à chaque tenseur, mais il donnait 4 arguments et les autres auteurs prétendaient avec raison qu'il n'en faut que 3. Alors ce problème, il est réglé dans la démonstration que je donne dans l'annexe B, mais je ne vais pas vous développer ça maintenant. Hein. Il faut aller la voir, ou pour ne pas croire aux résultats, il faut vraiment comprendre pourquoi c'est comme ça. Hein. Mais c'était ces histoires. Pourquoi Buller s'est trompé? En fait, c'est parce qu'il est parti sur un mauvais concept qu'il définissait comme des nombres algébriques. Or, sa conception du nombre algébrique était erronée. Il disait que les invariants qu'il devait y avoir dans les arguments devaient être des fonctions polynomiales des composantes. Bon, bah, effectivement, S1, S2, S3, c'est des polynômes de composantes. Hein. Et donc, la définition d'un nombre algébrique, c'est pas ça du tout. La définition d'un nombre algébrique, c'est en fait solution d'un polynôme à coefficient, soit rationnel, soit entier, comme on veut. Hein. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout la bonne définition. Et cette définition qu'il avait prise n'est pas consistante. Parce que, effectivement, quand vous calculez, par exemple, les valeurs propres d'un tenseur symétrique d'ordre 2, eh bien, ces valeurs propres ne s'expriment pas clairement en fonction des composantes dans une base quelconque, mais ce sont des polynômes de composantes dans une base particulière, la base propre. Donc c'est assez bizarre de définir des propriétés de nombres, et on change de base, et dans certaines bases ils sont algébriques, dans certaines bases ils ne le sont pas. Vous voyez ? Bon, alors donc, après, sur les méthodes de démonstration, aussi, Buller faisait des calculs, vous pouvez aller voir les articles, ne les lisez pas entièrement, vous n'aurez pas le courage de toute façon. Hein. C'est des pages et des pages de calculs, en utilisant des bases, des machins, des composantes. Vous verrez que dans mes démonstrations, il n'y a aucune composante, hein, c'est-à-dire qu'on travaille sur des tenseurs et c'est tout. Hein. Et sur des bases géométriques, ce qui permet de se débarrasser des composantes et de ne pas avoir besoin de bases pour donner ces résultats. Voilà. Alors bon, il faut aller voir la démonstration, c'est lourdingue, hein, je le reconnais, il y a plusieurs pages, hein, mais c'est quand même satisfaisant. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon. D'autres questions? Bien, bon, on va prendre une petite pause. Hein. Rendez-vous à 16h, on va dire, pour la dernière partie.